Bonjour et bienvenue sur Mandarin TV. Depuis vendredi 30 octobre, la France s'est reconfinée pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie. Mais en Chine, la situation est différente. Nous avons pu échanger par vidéo interposée avec Philippe Furic, un expatrié français qui vit et travaille à Hefei, capitale de la province d'Anhui. Philippe Furic, bonjour. Comment ça se passe à Hefei en ce moment ? Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, la situation ici a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué. À Hefei, on va dire, le temps du confinement est presque terminé. On est sous surveillance, c'est-à-dire qu'il nous faut remplir des papiers parfois, il faut faire des choses au niveau des QR codes, il faut bien vérifier si on est vert entre guillemets au niveau des QR codes. Pour l'entrée du parc par exemple, il faut cliquer ce QR code, il faut aussi voir que certaines personnes continuent à porter des masques tout simplement parce que il y a la grippe on va dire quotidienne qui arrive, il y a la grippe hebdomadaire, les petites maladies, les petits rhumes qui commencent, parce qu'ici il commence à faire un peu frais. Donc il faut aussi voir les choses comme elles sont. L'épidémie paraît derrière nous, mais on est quand même sous surveillance, on fait très attention. Les gens ici au parc peuvent se promener tout à fait normalement, il n'y a plus de contraintes, on n'est plus obligé de porter un masque, on n'est plus obligé de ne pas sortir de chez soi. Avant c'était quand même très strict. Si je reprends l'exemple de mon quartier, pendant quelques temps il y a quand même 2 portes qui ont été fermées. Maintenant toutes les portes sont ouvertes, on peut passer comme on veut, mais il faut bien se rappeler de ça, c'est qu'on a vécu quand même presque 7 semaines où on avait le droit de sortir que 3 fois par semaine. Donc est-ce que c'était facile ce confinement? C'était pas du tout facile, mais voilà, on a payé un certain prix, l'économie a payé un certain prix aussi, parce que c'est pas évident pour certaines entreprises et c'est surtout très difficile pour les entreprises de l'alimentaire. Certains prix ont monté, certaines choses ont effectivement changé, certains vont devoir mettre la clé sous la porte. Ça, il faut être bien réaliste, c'est l'avant-Covid et l'après-Covid. Mais ici à Hefei, globalement, on ne connaît pas la deuxième vague pour l'instant. On a de la chance, mais on a aussi de la sécurité. Donc vous voyez, les gens autour de moi se promènent normalement, ils trouvent ça étonnant que je fasse une vidéo dans le parc, bien sûr. Mais c'est une autre vie. On sent vraiment une autre vie. Les gens font plus attention peut-être à leur santé. Ils évitent de manger trop. Ils font un peu attention à faire un peu plus de sport, un peu plus d'activité qu'avant. Parce que je pense que la Covid a questionné les Chinois. Questionné les Chinois sur leur manière de vivre. Est-ce que l'on doit continuer à vivre comme on vivait avant la Covid? C'est vrai que tout ce questionnement est rentré. De plus en plus de gens ici avaient le problème de grossir. Et maintenant, on voit beaucoup plus de gens qui font du sport, qui essaient de faire attention à leur ligne. Pourquoi? Parce que lors du confinement, c'est vrai que comme beaucoup de gens, on a pris du poids parce qu'on était à l'intérieur. Et c'était pas très bon pour la santé. Donc maintenant, on veut essayer de combler ça et essayer de faire attention. Donc on essaie de faire un peu plus de sport tous les jours. Et puis voilà, c'est vrai que le cours de la vie a repris, mais avec des différences. Des différences qui sont parfois très simples. L'exemple, à table. En Chine, on mange avec des baguettes. Mais maintenant, il y a 2 types de baguettes. C'est-à-dire qu'on a 2 paires de baguettes pour manger. On a une paire pour se servir dans le plat et une paire qu'on met à la bouche et qu'on mange. Ce changement alimentaire ou ce changement d'habitude alimentaire, c'est vrai, peut surprendre au début. Mais voilà, maintenant les gens ont commencé à se réhabituer à cette vieille coutume chinoise qui était que la baguette personnelle ne va pas rejoindre le plat. Donc voilà, ce sont plein de petites choses comme ça qui changent et c'est le cours de la vie qui change aussi. Les hôpitaux ici sont devenus de plus en plus modernes. Il y a eu un gros effort de modernité dans les hôpitaux. Les gens font très attention à ça maintenant. On fait attention aussi à sa propre santé, on fait attention aux gens autour de soi. On respecte peut-être un peu plus certaines règles qui sont très simples, des règles de sécurité qui sont basiques, mais qui sont aussi importantes. Comment vivent les membres de votre famille française et de votre famille chinoise? C'est vrai que j'ai de la chance, ma famille en Bretagne, on va dire en France, n'est pas touchée, n'est presque pas concernée par cette maladie. Donc c'est vrai que pour l'instant ça se passe bien là-bas en France. Mais alors ici, comment ça se passe pour la famille? Globalement, en tant que famille française vivant ici en Chine, ça se passe tout à fait normalement. Là maintenant, est-ce qu'on a envie de rentrer en France? Non, pas beaucoup. On préfère rester ici, on est nettement plus en sécurité.
Ça paraît surprenant pour moi de vous dire ça, mais c'est vrai que les mesures prises en France n'ont peut-être pas été les bonnes. Donc voilà, il faut aussi, reconnaître les choses. Mais c'est pas évident, voilà, ce qui s'est passé, c'est comme ça, c'est le cours de la vie. Ici, c'est vrai qu'on a fait attention, hein. Vivre ici n'a pas été facile non plus parce qu'on ne pouvait pas faire tout à fait ce qu'on voulait. Il y avait des choses, on a été restreint. Donc en tant que famille française, parfois on aime un peu sortir, on aime un peu voir différentes choses. Et cette fois-ci, on n'a pas pu le faire. On aime se rencontrer, prendre l'apéro. Cet été, ça a été très très calme. Même mon anniversaire, j'ai pas fêté mon anniversaire parce que il fallait être prudent. Donc c'est dommage parce que ces réunions de famille, malheureusement, elles ont pris aussi du retard. Que ce soit les réunions de famille chinoises, parce que les réunions de famille c'est important en Chine. Il n'y a pas eu de nouvel an ici en Chine. Donc ça peut surprendre beaucoup de gens, mais les gens ont accepté de ne pas avoir de nouvel an cette année, ce qui est quelque chose d'assez étonnant par rapport aux enveloppes rouges, par rapport au fait de boire ou de bien manger lors de nouvel an chinois. C'est vrai que cette année ça n'a pas eu lieu. Donc dans la famille, il manque un petit peu quelque chose, cette ambiance, et c'est vrai que c'est assez surprenant ce qui se passe. En France, c'est un peu différent. Les gens ont continué cet été à avoir des activités, et c'est vrai que c'est la vie, c'est comme ça. Mais de l'autre côté, il fallait peut-être faire attention. Est-ce qu'il fallait faire plus attention? Ça, moi, je suis pas là pour dire aux gens ce qu'il faut faire. Les gens ont quand même le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais il faut rester prudent. Et ici, c'est vrai qu'on est plus nombreux aussi. Faut imaginer que le nombre, le fait d'être vraiment, on va dire, les uns sur les autres, parfois pour des activités, peut créer aussi un problème. Donc ici, on a arrêté toutes ces activités, les activités familiales, hein, on les a totalement arrêtées. Mais comment expliquez-vous la maîtrise de la situation sanitaire en Chine? On a arrêté beaucoup de choses. On a pu reprendre l'école, mais étape par étape. Donc c'est assez étonnant le système qui s'est mis en place parce que étape par étape, on a réussi à reprendre une vie presque normale. Mais comme je le disais avant, c'est l'avant-Covid, l'après-Covid. Donc ça aussi, il faut être bien réaliste. C'est que ce qui s'est passé ici en Chine a été unique au monde. C'est-à-dire que pour la première fois, la Chine, avant le Nouvel An, s'est totalement arrêtée. Alors, est-ce que ça fait un peu peur? Ben oui, ça a fait très peur, parce que pour qu'un pays prenne cette décision, un pays comme la Chine prenne ces décisions, il fallait que ce soit quelque chose d'énorme. Alors, c'est quelque chose qui s'est passé. Maintenant, est-ce que c'est totalement derrière nous? Non. On imagine que c'est derrière nous, les gens veulent un peu oublier ce qui s'est passé. Mais non, on le sent quand même, il y a une sécurité, que ce soit dans les métros, donc la vie reprend son cours, heureusement, les gens se promènent, les gens s'amusent, mais voilà, la vie de famille reprend aussi son cours, mais il y a une sorte de manque, parce que tout simplement, ce manque-là est assez étonnant. Le fait de ne pas avoir eu de nouvel an chinois, ça paraît totalement bizarre, mais c'est comme si ça avait été effacé. Et c'est vrai qu'on l'oublie. Les mesures de sécurité ici, oui, évidemment, il y en a encore. Elles sont beaucoup moindres, hein. On voit bien dans la rue, les gens, vous voyez, ils courent, hein. C'est pas des figurants qu'il y a derrière moi, hein. C'est une vie qui reprend. Est-ce qu'elle reprend une activité normale? Oui, on reprend une activité normale. On continue à vivre, on continue à faire du sport, on continue à faire beaucoup de choses. C'est le côté, mais il y a une sécurité quand même. On vérifie mieux les identités, on essaye de voir où vont les gens. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que s'il y a un cas, par exemple, dans ce parc aujourd'hui, il faut savoir qui est dans le parc au moment où la personne se promènerait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ça. Et c'est vrai que ces choses-là, actuellement, certains peuvent considérer que c'est restrictif. C'est pas vraiment restrictif, c'est une question de sécurité. Il faut évidemment faire attention à ce qu'on fait, hein, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Dans les métros, dans tout ce qui est transport en commun, il y a beaucoup plus de vigilance, hein. Il faut bien présenter des codes, il y a des endroits où il faut passer. Les prises de température avec les caméras thermiques, comme vous l'avez vu dans un de mes reportages, c'est quelque chose de très courant ici. C'est même, on va dire, le flot journalier. Alors que dans d'autres pays, ça n'a pas été le cas, et ce n'est pas le cas. Donc voilà, est-ce qu'on se sent ici sous cloche? Non, c'est fini. Voilà, on va dire c'est fini, on n'a plus cette pression-là. Les gens se promènent librement, se promènent tranquillement, et c'est vrai que on retrouve une vie presque normale. Mais on est quand même sous surveillance. Et heureusement qu'on a ce petit outil que j'utilise là maintenant, c'est le téléphone. Parce que le téléphone, sans téléphone, vivre en Chine, maintenant, ce serait très compliqué. Le QR code se développe avec le téléphone, tout ça. On ne pourrait pas vivre sans cette technologie. Alors,
on peut être pour, on peut être contre la technologie, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on vit en Chine. Et aller contre, ce serait très très complexe. Pourquoi? Parce que tout se fait avec cette petite boîte à laquelle je parle maintenant. Les gens sont surpris parce que beaucoup essayent de s'arrêter derrière moi parce qu'ils se demandent simplement quelle langue j'utilise. Parce que utiliser le français, c'est pas très très commun ici. Hein, on reste quand même à Refait, c'est pas Shanghai, hein, c'est pas Pékin. Donc quelqu'un qui utilise le français dans la rue paraît un peu suspect. Mais quand ils ont compris ce que je fais, quand ils verront peut-être un jour la vidéo, ils comprendront ce que c'était. Et c'est vrai que, est-ce qu'il y a des restrictions? Oui, il y a des restrictions. On peut aller presque partout. Il n'y a pas trop de problèmes. Mais on est surveillé. Et cette surveillance, pour moi, elle a été nécessaire et elle est toujours nécessaire. Elle doit rester en place un certain temps. Il y aura un petit temps, c'est pas évident, parce qu'il faut aussi un temps pour être sûr. Maintenant, il n'y a presque pas de cas ici déclarés dans l'Anhui. Donc, on est vraiment en zone sécurisée. Faut pas oublier qu'on n'a pas eu beaucoup de cas. Heureusement qu'on n'a pas eu beaucoup de cas, parce que ça aurait été terrible. Il a fallu donc faire assez attention à tout ça. On a été prudent, on a fait attention, on a été aidé par la technologie. Et ça, il faut surtout pas l'oublier. Les échanges entre l'Anhui et la France sont-ils arrêtés ou bien se poursuivent-ils à distance? Est-ce que vous avez des exemples à nous citer? Alors oui, les échanges sont perturbés. Et ça, il faut le reconnaître, les échanges de marchandises, peut-être un peu moins. Comme je le disais tout à l'heure, le prix de certaines matières premières a monté. Et est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Bien sûr, il faut être prudent. Concernant maintenant les échanges de personnes, c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué. Par exemple, pour les jeunes, je parle des jeunes élèves avec lesquels je travaille, c'est compliqué pour eux, pour aller en France. Donc, même l'apprentissage du français, on va dire, il n'y a pas un manque de motivation, mais ils sont un peu, on va dire, un petit peu démotivés pour apprendre le français parce qu'ils savent que l'année prochaine, peut-être qu'ils n'iront pas en France. Donc, c'est dommage d'apprendre une langue et pour ne pas profiter du voyage qui va avec. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir remettre en place petit à petit. Il faut que tout ça se solidifie en sachant aussi que maintenant, il y a des liens qui se mettent en place. Il y a des choses qui sont très importantes au niveau des nouvelles routes de la soie. Il y a par exemple le train qui va de Refait maintenant à Nevers. Ce sont des choses un train commercial. Donc ce sont des choses qui se mettent en place petit à petit. Et je pense que des exemples d'échanges avec l'Anhui, ça doit se mettre en place. C'est-à-dire que dans le flot de la seconde vague qui se passe en Europe, il faut bien comprendre que si ici en Chine, on l'a pas encore, hein, j'espère pas qu'on va l'avoir, c'est parce qu'on a pris des mesures assez strictes. Ces mesures ont permis maintenant à la Chine de pouvoir passer une étape. Cette étape, nous, on espère maintenant qu'elle sera avec beaucoup plus d'échanges. Pourquoi avoir plus d'échanges? Parce que l'Anhui est en train de bouger. L'Anhui est en train de prendre un essor au niveau technologique qui peut surprendre les gens. Alors, c'est vrai qu'avant, c'était un milieu agricole. Là où je vous parle, c'était pas du tout un parc avant. Mais voilà, il y a toute cette évolution qui se fait. Est-ce qu'on peut l'arrêter maintenant? Non. Je pense qu'on est parti dans une dynamique qui fait que les échanges doivent se faire, doivent continuer à se faire. Parce que c'est ça, c'est la vie. Si on arrête les échanges, tous les échanges, ça peut être dangereux. Et je pense qu'il faut garder des bonnes relations entre les deux pays, bien sûr, et c'est ça le plus important. La Chine développe certaines choses, que ce soit au niveau médical, pharmaceutique, au niveau technologique, des choses qui parfois peuvent faire peur. Mais quand on regarde bien, est-ce qu'elles ont été utiles lors de la Covid? Oui, hein, ça on ne peut pas le nier. Donc après, on peut être pour, on peut être contre. Je pense que petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place. Il faudra accepter ce temps et c'est un temps de réadaptation pour chacun. Mais je pense qu'après, on va partir sur une nouvelle dynamique, sur de nouvelles choses qui vont se mettre en place, sur peut-être un nouvel élan. Et ça peut être très bien. En tant qu'expatrié français, quel projet menez-vous pour renforcer les échanges bilatéraux? Alors, les nouveaux échanges qu'on peut espérer entre la France et la Chine, ou la France et l'Anhui, ce sont, je pense, des échanges par rapport à tout ce qui est liens commerciaux qui doivent se mettre en place parce que il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des besoins aussi ici. Ici, les gens commencent à avoir un peu d'argent, commencent à aimer boire du bon vin, par exemple. Le fromage reste encore quelque chose d'un peu spécial ici. Hein. C'est pas, ils sont pas trop habitués. Mais ils y viendront petit à petit.
il y a des goûts qui vont changer, il y a des choses que les gens de l'Anhui ne connaissant pas vont commencer à vouloir découvrir. C'est tout ça qu'il faut essayer de leur faire découvrir. Donc là maintenant, c'est vrai que moi ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plus d'échanges de culture entre les deux. C'est-à-dire que les gens en France, ce serait bien qu'ils commencent à apprendre un peu ce qu'est l'Anhui. Beaucoup connaissent ce qu'est la Chine, mais connaissent très peu l'Anhui, qui est resté une région un petit peu à part, ce qui est dommage. Maintenant aussi, c'est l'avantage. En gros, on est passé du téléphone fixe à Internet avec la 5G. Voilà, c'est la grosse bascule qu'il y a eu dans l'Anhui. Donc, c'est ça aussi qu'on peut montrer. Et c'est pour ça que j'aurai le plaisir, j'espère, de pouvoir partager avec vous plus de vidéos et d'avoir plus d'échanges. Parce que je pense que si on ne fait pas des échanges pour expliquer de chaque côté la vie, c'est vrai que c'est important. Tous ces échanges-là peuvent aider. Et surtout, ce que j'espère, c'est qu'il y ait des échanges avec des jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes sont les jeunes, avec des nouvelles idées, ils aiment l'informatique, ils aiment la petite boîte dont je vous parle là. C'est vrai que le téléphone, ça devient quelque chose d'absolument important ici. Donc les jeunes vivent avec le téléphone. Et c'est toute cette technologie qu'ici on a fortement développé et on est arrivé à des choses qui sont très très intéressantes. Et c'est là où je pense que la jeunesse a une grande part à jouer dans les nouveaux liens entre l'Anhui et la France. Les jeunes Français, bien sûr, des jeunes Français qui peuvent faire découvrir leur pays. Des jeunes Chinois aussi de l'Anhui qui pourront faire découvrir leur pays grâce à des vidéos. On est en train d'essayer de travailler ça. C'est pas évident parce qu'il faut que les vidéos soient en français. Donc évidemment, beaucoup d'élèves parlent chinois très très bien et parlent l'anglais très très bien. Mais le français, c'est une langue qu'ils découvrent. Donc il faut mettre en place un système d'éducation dans lequel ils vont être plus à l'aise pour parler français et communiquer en français. Donc c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi parfois des problèmes linguistiques. Donc ça se met en place, petit à petit, ça prend son temps, mais je pense que le fait de voir comment se passe, le fait de voir où est-ce qu'on est, ce qu'est l'Anhui, peut aider en France à essayer de comprendre, et aussi pour les jeunes de l'Anhui, de voir ce qu'est la France, ça peut être très intéressant. Donc dans le cadre de ces échanges de vidéos, je pense qu'il y a un sérieux travail à faire. Faire des vidéos, est-ce que c'est complexe? Bah oui, c'est un petit peu complexe, il faut un petit peu de matériel, il faut savoir vivre un petit peu. Ça peut apprendre aussi aux gens à s'exprimer sur leur propre culture. Ce qui n'est pas si évident pour les gens, parce que beaucoup en Chine ne connaissent pas leur propre culture. Ils connaissent parfaitement la culture aux États-Unis, la culture de d'autres pays, mais ils ont un peu oublié leur propre culture, leurs propres racines, ce qui est dommage. Donc moi, ce que j'espère maintenant, c'est beaucoup d'échanges culturels avec des jeunes, avec de la vidéo, avec les moyens modernes, parce que on y est, ça c'est sûr, on y est maintenant. Donc si on peut apporter ça, je pense que ça peut être une dynamique pour les jeunes, pour pouvoir se connaître les uns et les autres. Et ça c'est très important, parce que pour échanger, il faut se connaître. Si on ne se connaît pas, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là que je pense que, on va dire, j'ai un petit rôle à jouer, avec des petites vidéos sympathiques, avec des choses qu'on va pouvoir faire ici. Et j'espère aussi que de l'autre côté, il y ait des gens qui se disent, tiens, j'ai envie de montrer mon petit coin de France, j'ai envie de montrer comment c'est la vie en France. La vie parfois toute simple. Ça, je pense que ça peut intéresser beaucoup les Chinois. Parce que parfois, ils s'imaginent que les Français vivent dans des châteaux, vivent dans des trucs un peu bizarres, alors que non, on a une vie parfois très très simple. Et c'est là où je pense que les échanges, la technologie permet maintenant ces échanges. Et on doit absolument essayer de faire ces échanges. Là, on est dans un cap. On est dans une sorte de virage qu'il va falloir prendre. Et on est tous dans le même bateau. Donc ça dépend comment on prend le cap. Il faut savoir qui est le plus lourd, qui est le plus léger pour pouvoir passer ce virage calmement pour ne pas faire dérailler le train. En gros, c'est ça mon idée. Et j'espère que tout le monde prendra conscience de ça, que les choses ont évolué. Cette maladie nous a beaucoup appris sur des systèmes de santé, sur ce qu'il faut faire parfois en cas de danger, comment réagir par rapport à un mal qui est très difficile à définir, qui a été difficile pour les organisations, on va dire internationales à définir. C'est une nouvelle maladie, c'est un nouveau virus qui est arrivé. On ne sait pas encore comment il est arrivé, mais il est là. Donc il faut bien faire avec. Et faire des petites vidéos comme ça, je pense que ça peut être une bonne idée pour tous, pour apprendre à se découvrir. Allez, au revoir et à une prochaine vidéo.